Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Le 14e gouvernement de la Deuxième République, le gouvernement Jeannot Ahoussou, vient d'être dissous par le président de la République. Ce gouvernement a été mis en place le 14 mars dernier. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre et les ministres sont chargés des affaires courantes. Je vous propose d'écouter la déclaration du secrétaire général de la présidence. Mesdames et messieurs, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État, a mis fin ce jour aux fonctions des membres du gouvernement. En attendant la mise en place du nouveau gouvernement, le Premier ministre et les ministres sont chargés de l'expédition des affaires courantes. Et le secrétaire général de la présidence anime en ce moment même une conférence de presse au palais présidentiel. La toute première rencontre hors des États-Unis de l'Association internationale pour le développement IDA a fait ses portes hier matin à l'Hôtel Ivoire en présence du chef de l'État. Près de 40 bailleurs de fonds prennent part à la rencontre d'Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, a demandé à l'IDA d'accroître l'enveloppe des allocations en faveur des pays en voie de développement. Le compte rendu d'Awa Touré. Les bailleurs de fonds vont pendant 3 jours à Abidjan évaluer le portefeuille de l'Association internationale de développement et examiner la question des procédures d'allocation des ressources. Il s'agit aussi pour eux d'encourager et de soutenir les programmes de développement de cette institution de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres. La directrice générale de la Banque mondiale, présidente de la session, a relevé les progrès réalisés en Côte d'Ivoire dans le cadre de la promotion du développement. Elle a réaffirmé la volonté des institutions de Bretton Woods d'aider les pays pauvres. Invité en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le président du Bénin, Thomas Yaïbouni, a fait un long plaidoyer pour l'Afrique. L'Afrique qui connaît un certain redressement avec un taux de croissance de 5,2%, supérieur à la moyenne mondiale mais trop faible pour impulser le développement. Les peuples africains et leurs leaders rêvent d'une Afrique nouvelle, d'une Afrique présente au banquet des nations. Une nation qui participe à l'éclosion d'un monde meilleur. Une Afrique qui a pris ses responsabilités pour renforcer les valeurs de paix, de stabilité, de sécurité, de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, de fin de l'impunité, d'obligation des résultats et de reddition des comptes. Une Afrique, Monsieur le Président, pour tous les continents, une Afrique unie, stable et prospère. L'Afrique, berceau de l'humanité, sera toujours et restera la source d'un monde nouveau, à condition de l'impliquer dans la gestion de la gouvernance concertée des affaires de notre planète. Autre invité de cette revue à mi-parcours de l'IDA, la présidente du Libéria, a indiqué que de nombreux pays, notamment en Afrique subsaharienne, sont loin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Pour elle, l'intégration, la paix, la sécurité, la mutualisation des projets et un partenariat mondial basé sur l'équité devraient permettre de faire face aux défis nouveaux. Selon le président Alassane Ouattara, les pays éligibles attendent davantage de l'IDA. S'agissant de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État a fait le point sur le processus de réconciliation nationale, la sécurité, la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Je voudrais aussi souligner combien les ressources IDA sont un soutien précieux pour la Côte d'Ivoire, tant sous la forme d'appui budgétaire qui nous aide dans la mise en œuvre de notre ambitieux programme de réforme structurelle, qu'en matière de projets d'investissement, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des infrastructures urbaines et rurales, de l'énergie, de la création d'emplois jeunes et aussi en matière de gouvernance. Grâce à ce soutien et au retour de la paix, nos populations, en particulier les plus démunies, commencent à ressentir lentement mais sûrement une amélioration dans leurs conditions de vie. J'appelle donc de tous mes voeux
l'Association pour le développement international a renforcé son soutien pour la reconstruction de notre pays, mais aussi dans la transformation de la Côte d'Ivoire vers une économie émergente et portant une attention particulière aux projets créateurs d'emplois, surtout pour les jeunes et les ex-combattants. La Côte d'Ivoire est au travail. Elle est en train de retrouver son rôle de locomotive dans la sous-région. Son taux de croissance a un impact non négligeable sur l'ensemble des pays de la sous-région et en particulier sur les pays enclavés du Sahel. Avec les pays frères de la CEDEAO, nous lançons actuellement de grands chantiers régionaux dans le secteur des infrastructures. Notre ambition est de créer des centres régionaux d'excellence dans le secteur de la santé, de l'éducation, de la recherche scientifique et technique, de la coopération douanière et sécuritaire. L'IDA pourrait aussi amplifier son champ d'intervention en encourageant davantage le financement de projets régionaux plus structurants et en innovant avec des appuis budgétaires régionaux. Ceci permettra de mettre en œuvre des réformes qui dépassent les frontières géographiques des pays bénéficiaires. À ma qualité de président en exercice de la CEDEAO, je puis vous assurer que je ne ménagerai aucun effort, avec mes pairs bien entendu, pour consolider l'intégration régionale. Je veillerai avec l'aide de mes pairs à prévenir les conflits et à faire respecter les règles élémentaires de la démocratie et de la bonne gouvernance. Fondée en 1960, l'Association internationale de développement a pour mission de réduire la pauvreté en accordant des prêts et des dons afin de stimuler la croissance économique, réduire les inégalités et améliorer la vie des plus démunis. La famille sera désormais gérée conjointement par les époux. Le mari n'est plus le chef de famille. Après 7 heures de débat, la Commission des affaires étrangères et institutionnelles de l'Assemblée nationale a adopté la modification de la loi sur le mariage qui consacre l'égalité des sexes. On en parle avec Victorine Yaouyoué. Le mari est le chef de la famille, c'est terminé pour cette assertion. Ainsi en a décidé la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale suite à la présentation du projet de loi sur le mariage faite par Matolo Massissé, ministre délégué auprès du Premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, accompagné pour la circonstance du ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Raymond Kofi Goudou. Après plus de 7 heures de débat houleux et malgré l'opposition du groupe parlementaire PDCI-RDA, la Commission a fini par adopter la modification de la loi sur le mariage, modification qui consacre désormais l'égalité des sexes. Avec la consécration du principe d'égalité entre les sexes, la Côte d'Ivoire qui a ratifié le 18 décembre 1995 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ne peut continuer d'entraîner de tels rapports de soumission de celles-ci vis-à-vis des hommes. Le gouvernement estime qu'un aménagement de quelques dispositions du Code de la famille permettra d'une part de décliner ses priorités à l'égard de la femme et d'autre part de mettre en exergue les mesures urgentes qu'il convient de prendre pour corriger certaines irrégularités liées au genre. Parmi celles-ci, figure l'égalité des époux dans la gestion de la famille consacrée par l'article 58 nouveau. Revenant sur l'article 59 de la loi sur le mariage, au terme duquel le mari a l'obligation d'assumer les charges du mariage, le législateur ivoirien se doit de prévoir désormais que les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs ressources respectives. Ainsi, en attendant une réforme plus complète du Code de la famille intégrant une meilleure prise en compte de la situation de la femme, le gouvernement a-t-il décidé de supprimer les aspects les plus archaïques du statut du couple en modifiant les articles 53, 58, 59, 60 et 61 de la loi sur le mariage relatif au rapport personnel entre les époux, spécialement le devoir de communauté de vie,
et celui de la contribution aux charges concernant l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Le deuxième projet de loi soumis à l'examen de la Commission des affaires générales et institutionnelles porte sur la prorogation du délai d'enregistrement des décès et naissances intervenus pendant la crise. Le texte étant adopté par la Commission, les personnes désireuses de déclarer une naissance ou un décès à l'état civil ont 12 mois supplémentaires à partir de la date de promulgation de la présente loi. Après l'adoption en commission, les deux projets de loi seront réexaminés en plénière vendredi prochain pour leur adoption définitive. L'audition sur le fond de Simone Gbagbo, l'ex-première dame, a commencé hier. L'audition sur le fond qui s'est déroulée à Odiéné a été menée par le juge d'instruction Koné Mamadou. Elle a essentiellement porté sur le crime de génocide imputé à Mme Gbagbo. Et ces auditions sur le fond de Simone Gbagbo constituent la dernière étape avant l'ouverture des procès qui pourraient débuter en quelques jours. Et on prend la direction d'Israël. Maintenant, on va à Tel Aviv. Précisément, le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, a assisté pendant 2 jours à la conférence internationale sur la sécurité intérieure du pays. Le compte rendu d'Alvarassa. Cette deuxième conférence internationale réunit des hauts responsables et des spécialistes de la sécurité, ainsi que des représentants des industries de la sécurité intérieure venus du monde entier. Les participants ont été instruits sur la notion de sécurité intérieure et des nouvelles techniques qui permettent aux forces de l'ordre de mieux sécuriser un pays et combattre plus efficacement la grande criminalité. Au-delà de cette conférence, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, a eu une séance de travail avec Ehud Barak, le ministre israélien de la Défense, et une rencontre avec Shimaya Avieli, directeur du Sibet International Defense Corporation, pour amorcer une nouvelle orientation de la coopération avec Israël dans la lutte contre le terrorisme et surtout pour envisager la mise en place d'une commission mixte qui aura la charge d'évaluer les besoins de la Côte d'Ivoire en vue de renforcer son système sécuritaire. Cette commission composée des experts des deux pays devra présenter ses recommandations au cours du premier trimestre 2013. Le ministre des ex-combattants et des victimes de guerre a échangé avec des associations qui militent en faveur des victimes de guerre. Il a été question au cours de cette rencontre de l'identification des victimes de guerre en commençant bien entendu par les couches vulnérables. Patricia Omouitia. La crise en Côte d'Ivoire a eu des conséquences désastreuses sur différentes couches de la population ivoirienne. Pour apporter son aide à ces populations, le ministre Babo Daré rencontre les organisations de victimes de guerre et les structures en charge des personnes vulnérables. Nous voulons donc, n'est-ce pas, sincèrement, que le processus d'identification qui devrait commencer et donc qui est actuellement stoppé, nous profitons donc, n'est-ce pas, de cette occasion, de demander au ministre vraiment d'accélérer ce processus-là. Pour le ministre Babo Daré, les personnes déplacées sont estimées à environ 1 million et 70 000 ont été répertoriées. C'est une rencontre pour collecter des informations parce que nous voulons immédiatement intervenir à ce niveau-là pour ne pas faire perdurer donc, la souffrance de ces populations-là. C'est pour cela que nous avons appelé toutes les associations qui détiennent des informations concernant ces populations cibles afin qu'elles puissent nous les fournir avec fiabilité afin que nous puissions apporter la thérapeutique qu'il faut à nos compatriotes en détresse. Cette opération d'identification des associations en faveur des victimes de guerre s'étendra sur toute l'étendue du territoire. Elle démarre en 2013. Dans l'actualité sanitaire de ce mardi, la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le diabète. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 346 millions de personnes souffrent de diabète dans le monde. Ce chiffre pourrait doubler si rien n'est fait. En Côte d'Ivoire, 1000 nouveaux cas de diabète sont dépistés chaque année. La Sinawatara. Le diabète est une maladie chronique non contagieuse liée à l'insuline, une substance dans le corps humain qui concentre le taux de sucre dans le sang. Il en existe de grands types, le type 1 dit insulinodépendant, lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment cette hormone. Il est plus rare, mais le plus grave, touchant 10% des malades. Parmi les symptômes, l'excès d'urine, une sensation constante de soif, de faim, avec une perte de poids mêlée à de la fatigue.
Seul remède, l'injection quotidienne d'insuline pour stabiliser le taux de sucre dans le sang. Le diabète de type 2 ou encore diabète gras, lui apparaît lorsque le corps n'utilise pas correctement l'insuline produite pour faire baisser la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre. Il est lié au surpoids et touche les personnes n'ayant pas d'activité physique régulière. Les symptômes proches du diabète de type 1 sont moins marqués. Il faut donc plusieurs années avant de le détecter. À terme, cette maladie endommage des tissus de l'organisme. Les risques de maladies cardiovasculaires et du système nerveux augmentent, pouvant conduire à l'amputation des membres. Il est possible de prévenir le diabète gras tout en surveillant son poids, en faisant de l'activité physique, en évitant de fumer et en mangeant équilibré, tout en réduisant le sucre et les graisses. Ce type représente 90% des cas de diabète dans le monde et est considéré aujourd'hui comme une épidémie. Le plan national 2012-2015 pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH au sida a été lancé hier. Ce plan s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le sida pédiatrique. La cérémonie était parrainée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Pour elle, aucun enfant ne doit naître avec le VIH au sida en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Joram Kofi Abola. Pour des générations libérées totalement du sida en Côte d'Ivoire, avec zéro nouvelle infection, il faut un plan national en vue de l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Ce plan élaboré, sa mise en route est effective depuis ce mardi 13 novembre 2012 avec la cérémonie de lancement présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Avec elle, plusieurs autres personnalités, parmi lesquelles la professeure Thérèse Ndrioma, en tant que ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. La Côte d'Ivoire a souscrit à la déclaration d'engagement politique adoptée lors de la réunion de haut niveau tenue en juin 2011 à Genève, réaffirmant ainsi sa détermination à mettre fin à l'épidémie du VIH et particulièrement à la transmission aujourd'hui inacceptable du VIH de la mère à l'enfant. On sait maintenant qu'il est possible d'arrêter l'infection des nouveaux-nés par le VIH et de préserver la vie de leur maman si les femmes enceintes ont un accès précoce aux services de prévention et de prise en charge. C'est en cela que la cérémonie de ce jour prend tout son sens et revêt un caractère historique. Un plan consensuel pour tous, un plan pour la Côte d'Ivoire pour être plus précis. C'est à la première dame de Côte d'Ivoire qu'il a été remis officiellement à l'occasion de cette cérémonie. La première dame, toujours sensible à la cause des enfants et des personnes vulnérables. Par ma présence aujourd'hui, je réponds aux sollicitations des enfants que je porte dans mon cœur, ainsi que celles de leur maman, pour lesquelles aucune action ne sera de trop pour moi. Nous avons le pouvoir d'enrayer la propagation du VIH en prévenant ce mode de contamination inacceptable. De nos jours, aucun enfant ne doit naître avec le VIH-Sida. Les moyens existent, comme en témoignent les stratégies proposées par ce plan. Et nous ne devons ménager aucun effort pour les rendre disponibles dans nos sociétés et nos communautés. Notre premier devoir de parents responsables et de citoyens est de préserver un avenir radieux pour les générations futures. Ce plan établi pour la période 2012-2015 ne l'a pas été sans le concours des partenaires à la santé, à savoir notamment les ONG nationales et internationales, le PEPFAR, l'ONU-SIDA et l'UNICEF. L'objectif visé est surtout de réduire la mortalité infantile et améliorer la santé de la mère. Et on va parler maintenant d'environnement. La gérance et la préservation des aires protégées préoccupent le gouvernement ivoirien. Il a créé récemment des réserves naturelles volontaires. Un atelier a été organisé pour définir les différentes articulations de ces réserves. Juliette Ouéa. Les aires protégées de Côte d'Ivoire, notamment les 8 parcs nationaux et les 6 réserves naturelles, subissent quotidiennement, entre autres, le braconnage, l'exploitation agricole et forestière. C'est donc pour remédier à ce problème que l'État ivoirien décide d'impliquer davantage les populations dans la conservation de la nature. D'où la nécessité de créer des réserves naturelles volontaires ou RNV. L'idée de création des réserves naturelles volontaires qui existent ailleurs est venue ici parce qu'on voulait impliquer la population à s'intéresser à ces sites-là.
vous avez un lopin de terre, une forêt quelque part qui a des caractéristiques importantes. Vous avez trouvé une faune rare, une flore particulière, vous venez vers les services des parcs nationaux du ministère de l'Environnement et vous proposez ces sites-là. Au finish, on va classer par décret ces sites-là. C'est l'initiateur qui est le gestionnaire du site, c'est lui qui va gérer. Mais l'administration est là pour veiller à ce que les règles soient respectées. Le présent atelier de renforcement des capacités des parties prenantes sur les réserves naturelles volontaires est une solution pour ralentir la dégradation des aires protégées. Déjà, les localités de Tiapoum, d'Anyama, de Yamoussoukro et de Tiasalé-Umbrembo ont proposé leur site au classement en réserve naturelle volontaire. Nous avons dans notre environnement des forêts sacrées qui au fil du temps se détériorent. Donc je suis venu pour voir avec tous ces organisateurs si nous pouvons avoir un appui pour maintenir et restaurer ces forêts. Faut-il le préciser, la Côte d'Ivoire, grâce à son important réseau de parcs nationaux et de réserves naturelles, est l'un des premiers pays d'Afrique francophone en matière des aires protégées. D'extrusion de boissons contrefaites dans les communes de Williamsville. Elles ont été saisies par la police municipale d'Adjamé. Ces boissons étaient vendues par des revendeurs à vil prix. Les précisions d'Herman Niamien et de Patricia Omouitia. Des boissons contrefaites. 5000 bouteilles au total ont été saisies à la veille de la fête de la Tabaski par la police municipale d'Adjamé. Des individus s'apprêtaient à les commercialiser sans même se soucier du tort qu'ils feraient aux consommateurs. Vous avez des personnes, des criminels qui se permettent de vraiment avoir beaucoup des emballages, des bouteilles vides et qui ont des produits en poudre périmés et qui procèdent à la fabrication de ces boissons que vous voyez derrière moi et qui les vendent très moins cher parce que dans la boutique ça coûte 400, 600 francs et ils font ce qu'ils appellent liquider 250 francs. Mais le consommateur même doit se poser la question. Bon, il faut dire que c'est sur instruction du maire. Et du passage, il a vu ces femmes qui vendent ces produits périmés et il a donné les instructions directement et nous sommes allés sur le terrain et on a procédé à des saisies. Ces boissons dont on ignore la composition chimique et le lieu de fabrication ont déjà fait une victime à Adjamé. Pendant le mois de carême là, au moins le 15, j'ai un ami, je l'ai vu ici là, il est venu me voir, il était maigri. Je lui ai dit, mais Joe, tu as eu quoi? Il dit, mon frère, je suis parti payer les bouteilles là en bas là ici. Je dis, quelle bouteille? Il dit bouteille de Vandagi. Là je dis, mais toi là, tu voulais t'écuyer la seule qui en vend à la boutique 400 francs. Toi tu as seulement payé ça là 3 à 5 ans. Voilà toi maintenant. La quantité saisie a été détruite à l'ancienne casse de Williamsville. Le président de l'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, APROCACI, Soumaoro Benfali, invite les populations à plus de vigilance. Toutefois, il exhorte les autorités compétentes à prendre les dispositions nécessaires pour freiner les activités de ces individus qui mettent la vie des citoyens en danger. Thérèse Yoboué nous conduit à Dambokro pour parler de ce don de kit de nettoyage d'un cadre de la région. Ce dernier a entendu l'appel du ministère de la Salubrité urbaine. Des machettes, des râteaux, des pelles, des brouettes, des bottes, des boîtes à pharmacie, des pulvérisateurs sont entre autres les kits reçus par la mairie de Dimokro. Ces dons ont été offerts par Bilé Diemeleou, un cadre de la ville, également conseiller municipal. Il dit avoir fait parler son cœur pour aider le maire à continuer d'assurer la propriété de la ville pour la santé de tous. Le maire, Nzingue Saint-Gabriel, qui a reçu les kits, a exprimé sa reconnaissance aux donateurs. Il a aussitôt remis les dons à 12 représentants des quartiers cités Sogefia, Belleville, Komikro, Bledi, Dioulakro, Sieto, zone économique. La cérémonie de don a pris fin par le coup d'envoi de l'opération Ville Propre donnée par le conseiller municipal et le maire à Komikro.
Les chauffeurs dominicains appelés Baka ont repris du service ce matin. Dans une déclaration faite hier sur nos antennes, le directeur de cabinet du ministère des Transports a invité les chauffeurs de Baka à reprendre le service, tout en annonçant que le ministère s'emploie à trouver une solution durable à leurs différentes revendications, notamment celles relatives aux Yambro, ces jeunes se réclamant de syndicats et qui prélèvent des taxes illégales aux transporteurs. Les chauffeurs dominicains ont donc commencé à rouler ce matin, mais la reprise est encore timide d'après ce que nous avons pu constater. Si vous n'avez pas encore déjeuné, je vous invite à le faire maintenant. On ira à Bolikro, un restaurant particulier situé dans la ville de Yamoussoukro qui offre un décor traditionnel. Sa spécialité, le cabri. Bolikro signifie d'ailleurs en langue baoulé le village du cabri. Un décor, des arbres qui ne laissent rien présager, des escaliers pour descendre et nous sommes à Bolikro, en plein cœur de Yamoussoukro. Le village du Cabri, bien discret et surtout bien protégé du soleil, avec un brin d'exotisme. Nous, on a fait un restaurant vert pour que les gens puissent se rappeler un peu du village. Et quand vous arrivez à Bolikro, c'est comme vous êtes parti au champ. Vous avez eu un gibier, on tue et les hommes bien préparés. On mange. On fait uniquement que le cabri, le mouton et les petits animaux. La viande de cabri est prisée à Bolikro et l'on vient parfois de bien loin pour la déguster avec un grand bonheur, même s'il faut par moments supporter le piment qui ne manque pas d'assaisonner la soupe ou le braisé de cabri. Et les nourritures, c'est bien fait, et le cadre est agréable, voilà. C'est en plein air, elle adore. Une belle ambiance règne à Bolikro. La musique tradie moderne est bien présente ici, où l'affluence, dit-on, est encore plus grande les fins de semaine. Nous venons pour nous récréer et surtout déguster des mets ivoiriens. Le cabri est une viande qui est franchement à la mode de nos jours. Donc on ne peut pas faire un tour à Yamoussoukro sans passer au Bolikro, comme j'ai coutume à l'appeler ici. Et surtout il y a le bangui aussi qui est naturel. Tout ça pour vraiment valoriser les mets ivoiriens. Bolikro, un concept bien apprécié à Yamoussoukro, pour d'abord la quiétude qui se dégage des lieux, ensuite pour la cuisine jugée bonne par les amateurs de viande de capri qui font bien fi de la forte odeur attribuée au capri et qui repoussent bien des personnes. À Bolikro, faire figurer le capri en bonne place dans les habitudes de consommation nationale est un pari que l'on s'engage à tenir. D'histoire maintenant du cyclisme. Précisément, le président de la Confédération du cyclisme a été reçu par le président du Burkina Faso. C'est en marge du 8e championnat d'Afrique du cyclisme. Angèle Secro. Au Burkina Faso, pour la première fois, le président de l'UCI, Union cycliste internationale, Pat Makwede, souhaitait remercier de vive voix le président Blaise Compaoré. En effet, après la victoire du Burkina au Tour du Faso 2011, le président Compaoré a offert 25 vélos flambant neufs aux coureurs burkinabés. Le président de la CAC, la Confédération africaine de cyclisme, Mohamed Azam, s'est lui appesanti sur les efforts de médiation et de paix du président du Burkina Faso. Répondant à ses hôtes, Blaise Compaoré a dit sa joie d'accueillir cette délégation. Il a remercié la CAC du choix du Burkina Faso pour ses championnats d'Afrique hommes et dames. Pour ses efforts en faveur du cyclisme, l'UCI a décidé de remettre un diplôme spécial au président Blaise Compaoré. Pat Makwede a indiqué que c'est la première fois que ce certificat d'excellence est remis à un chef d'État. Le président de la CAC n'est pas venu les mains vides. Mohamed Azam a remis une médaille au président du Burkina Faso. Et on va rester à l'étranger pour dire que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a adopté hier la proposition des pays de l'Afrique de l'Ouest d'envoyer 3300 soldats au Mali pour reconquérir le nord du pays occupé par des islamistes. Le plan de reconquête doit être transmis au Conseil de sécurité de l'ONU avant la fin de ce mois. Le groupe islamiste en Sardine renonce à appliquer la charia dans tout le pays. Le président français François Hollande a tenu hier sa première conférence de presse à l'Élysée
l'Élysée. Il a évoqué de nombreux sujets, le droit de vote des étrangers, le déficit de la France, la crise au Mali, la situation en Syrie. Et sur ce point, il a indiqué que la France reconnaît la coalition syrienne comme la seule représentante du peuple syrien. La France est donc le premier pays à faire cette déclaration. Elle a été suivie quelques heures plus tard par les États-Unis. Et avant de refermer ce journal, je vous rappelle la principale information de cette journée. Le président de la République a dissous le gouvernement. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre et les ministres sont chargés d'expédier les affaires courantes. Merci d'avoir suivi cette édition. Alvarassa sera avec vous à partir de demain.